bonsoir à toutes, bonsoir à tous et un immense merci. Je trouve toujours très très chouette de vous retrouver aussi nombreux le soir quand on a des webinaires de formation. C'est tout ce qu'on a des journées un peu lourdes, donc on se réjouit, ça veut dire que ce qu'on vous propose vous intéresse. Donc on est très content de vous retrouver. Donc dans la série gros dossier vaccination, on va parler ce soir du papillomavirus et notamment des cancers HPV induits pour essayer de bien convaincre les parents dans nos pharmacies. Donc, un petit point réglementaire. Ce soir, donc, nous sommes 3 intervenants et nous sommes avec notamment Sanofi, Pfizer et donc MSD qui a beaucoup qui a contribué à organiser cette soirée ce soir pour organiser toutes ces réunions de formation sur la vaccination. Donc nous les remercions et vous voyez tous en particulier avec qui nous travaillons de façon plus étroite. C'est le soutien institutionnel, excusez-moi, c'est le terme réglementaire. Donc pour ce soir, nous allons particulièrement insister sur le HPV chez les garçons. Donc nous accueillons ce soir avec grand plaisir le professeur Aïssa Mirghani et le professeur Laurent Abramovitz. Donc, en focalisant encore une fois sur les garçons, nous aurons une vision beaucoup plus globale, si vous le souhaitez. Nous parlerons garçons et filles. Dans un premier temps, à la journée nationale organisée par l'URPS, qui aura lieu le 13 avril. C'est à la Cité universitaire Boulevard Jourdan. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez la possibilité de venir. Le programme est exceptionnel. Ce jour-là, nous aurons en plus le docteur Hélène Borne, qui est gynécologue et qui est animatrice au CRIPS. Le CRIPS, c'est le Centre régional d'information et de prévention sur le sida. Et nous retrouverons les trois donc cités, professeur Mirghani, professeur Abramovitz et Hélène Borne en septembre pour de nouvelles réunions de formation sur le HPV. Mais ce soir, on focus sur le garçon en particulier. On se fait le petit quiz tout de suite, on voit les réponses tout de suite. Voilà, exactement. On s'est dit que comme le quiz portait sur un petit peu tous les thèmes qu'on va aborder après avec nos 2 orateurs, c'était plus simple de voir un petit peu ce résultat des quiz. Donc merci à tous d'avoir participé en grand nombre. Il y a 83 réponses même ce soir. Et le but, c'est vraiment d'avoir un peu une vision des points que vous maîtrisez bien et puis des points qui sont moins bien connus et surtout des arguments qu'on va pouvoir donner au comptoir qui sont faciles à retenir pour certains et qui vont aider à promouvoir cette vaccination. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier cas. On vous parlait d'une maman qui se présentait pour son fils de 12 ans avec une ordonnance de vaccin des TCAP et puis une ordonnance pour un vaccin HPV et elle ne comprend pas pourquoi il faut faire un vaccin. Pour elle, c'est le vaccin contre le cancer du col de l'utérus et elle est un peu perplexe. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire à son fils? Alors, on vous donnait 3 réponses possibles. Le virus HPV donne aussi des cancers chez l'homme. 1/3 des cancers dus à l'HPV touchent les hommes. La même chose, mais avec 3% des cancers dus à l'HPV touchent les hommes. Et on vous proposait aussi le vaccin HPV empêche la transmission du virus. Et donc, vos réponses, eh bien, il y en a 60% d'entre vous qui ont bien coché 1/3 des cancers dus à l'HPV touchent l'homme, mais évidemment 1/3 qui pensent que ce n'est que 3%. Or, la bonne réponse, c'est vraiment 1/3 des hommes. Donc, c'est vraiment quelque chose à savoir. Moi, j'avoue que je n'étais pas très sensibilisée. Et quand on connaît cette proportion, les choses deviennent un petit peu différentes pour les arguments pour la vaccination. Voilà, vous êtes 65% à avoir aussi coché le vaccin HPV empêche la transmission du virus. Bon, il faudrait qu'on arrive à 100% puisque c'est une réponse vraie. Donc cette maman, elle ajoute Léo n'a que 12 ans et demi, on a le temps, je préfère qu'il décide tout seul quand il aura 18 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en pratique assez régulièrement. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez lui expliquer?
La contamination peut se faire par simple contact, par objet interposé ou être manuporté, donc avoir lieu bien avant les premiers rapports sexuels. C'est pour ça qu'il faut vacciner tôt. Est-ce que vous lui dites que le vaccin HPV n'est pris en charge que pour les moins de 14 ans? Est-ce que vous lui dites à partir de 15 ans, la vaccination nécessitera 3 doses au lieu de 2? Alors, on va découvrir ce que vous avez coché. Alors, ce qui est vraiment très bien, c'est que tout le monde sait, en fait, finalement, on voit bien que vous êtes très au point sur la vaccination. Tout le monde sait que le vaccin HPV est pris en charge pour les plus de 14 ans, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, vous n'êtes que la moitié, grosso modo, à savoir que la contamination peut se faire par simple contact. Donc, on va sûrement en reparler avec nos orateurs. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est à savoir parce que ça permet d'expliquer à la maman que non, il ne faut pas attendre 18 ans ou 16 ans pour vacciner son enfant. Il vaut mieux le faire tôt pour éviter que dès les premières caresses ou les premières, sans qu'il y ait de pénétration, on a déjà un risque. Et puis, vous savez aussi à 94% qu'à partir de 15 ans, la vaccination nécessitera 3 doses au lieu de 2. Bah, ça, c'est un argument qui finalement peut aussi faire mouche parce que finalement, autant le faire avant 15 ans, il y aura moins d'injections. Cette maman vous dit maintenant, de toute façon, on expliquera bien à Léo qu'il faut mettre des préservatifs à cause des MST, alors ça sert à quoi qu'il se vaccine? On vous proposait le virus HPV est très petit, peut passer à travers le préservatif. Il suffit d'une fois sans préservatif ou d'un excellent de préservatif pour se contaminer. La contamination peut se faire par objet interposé, ça, on vient un peu de le voir. Et vos réponses, alors c'est que 30%, le virus HPV est très petit et peut passer à travers le préservatif. Et ça, c'est quand même vraiment un risque. C'est vrai que ce virus, il est beaucoup plus petit que le virus du VIH. Je crois que c'est 3 fois plus petit. Et ça peut quand même être un argument qui est à donner à la maman. Bon, voilà, il suffit d'une fois sans préservatif, ça tombe un petit peu sous le sens. Et la contamination, on en a déjà parlé. On avait après une petite question sur un papa qui s'inquiétait de cette vaccination, de cette campagne de vaccination qui aurait lieu pour sa fille l'année prochaine et qui trouve qu'on fait beaucoup trop de vaccins aux enfants et qui vous demandait s'il n'y avait pas de risque d'effet indésirable. Donc, est-ce que vous allez lui dire, ah, c'est vrai qu'au Japon, le syndrome de douleur locale chronique associé à la vaccination a été confirmé en 2014 et que peut-être qu'il faut effectivement différer un peu la vaccination. Est-ce que vous lui dites que l'Australie vaccine depuis 2007 avec aucun effet indésirable grave rapporté? Est-ce que vous lui dites que oui, somme toute, il peut y avoir une douleur au point d'injection, mais pas grand-chose d'autre? Ce que vous avez dit, c'est très majoritairement la douleur au point d'injection. Ça tombe un petit peu sous le sens. Et vous êtes quand même 75% à savoir que l'Australie vaccine depuis 2007 sans effet indésirable. Donc bah voilà, les 25% restants, je pense que avec ce webinaire, vous en serez convaincus aussi. Et ce fameux syndrome de douleur locale chronique, non, ça n'a pas été confirmé. C'est vrai qu'il y a eu un sujet à un moment donné, mais ça n'a pas été confirmé. Notre dernier cas, c'est Sophie, 18 ans, qui vient chercher sa boîte de pilules et qui prend une brochure HPV sur le comptoir. Et vous en profitez pour lui demander si elle est vaccinée. Elle n'est pas vaccinée, elle hésite. Elle vous dit que sa mère fait des dépistages réguliers. Est-ce que c'est vraiment utile le vaccin? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce que le dépistage, vous allez lui dire que le dépistage n'empêche pas la survenue des lésions liées à l'HPV? Ou alors vous allez lui dire que le dépistage pratiqué suffisamment tôt prévient les infections HPV? Ou que le vaccin protège également des condylomes? Quels vont être vos arguments? Alors, 75% d'entre vous ont coché le dépistage n'empêche pas la survenue des lésions liées à l'HPV. Et effectivement, ça, c'est vraiment la bonne réponse. Les 35% qui ont coché que le dépistage pratiqué suffisamment tôt prévient les infections, bah non, il va juste servir à les dépister plus tôt, mais forcément pas à prévenir l'infection. Et puis, le vaccin protège également des condylomes. Ça, c'est aussi un argument qui est intéressant à donner à la patiente. Et la toute dernière question, de toute façon, je ne vais pas retourner chez le médecin pour ça avant l'été. On verra à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez faire le vaccin HPV à la pharmacie si Sophie a une ordonnance? Est-ce que vous ne pouvez pas faire le vaccin HPV si vous n'avez pas une prescription de type faire pratiquer à la pharmacie? Ou est-ce que vous pouvez vacciner dès maintenant, même sans prescription? Alors, il y a encore un tout petit peu de confusion, si on peut passer à la slide suivante.
Voilà, donc 85% d'entre vous ont la bonne réponse. Il y a quand même un petit peu de « on ne peut pas faire le vaccin si on n'a pas de prescription de type faire pratiquer ». Non, on n'a pas besoin d'avoir une prescription libellée faire pratiquer à la pharmacie la vaccination. On peut le faire du moment qu'on a une ordonnance. Et puis par contre, on ne peut pas vacciner pour l'instant sans prescription. On espère que ça va venir rapidement, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. Voilà, j'ai fini pour les cas. Donc, tout ça est issu plus ou moins des quiz d'Efimedoc. Je pense que vous connaissez pour beaucoup l'application. On a un partenariat avec l'URPS qui vous permet de la tester pendant 2 mois gratuitement. C'est des quiz 2 fois par semaine. Vous avez une URL directe pour avoir les 2 mois gratuits. Sinon, vous pouvez envoyer un mail à contact@defimedoc.fr et on vous redonnera l'URL directement. Merci, Florence. Je prends la parole. Je pense que tous, on s'est dit, oh, trop facile le quiz, et puis une fois devant les questions, on n'était plus si fiers de nous. Donc, on a besoin d'avoir les détails qu'il nous manquait. Donc, la prévention HPV en France, quoi de neuf pour les pharmaciens? Si vous avez entendu les annonces gouvernementales récentes, ça bouge pas mal. Alors, on a pour l'instant toutes les recommandations HAS, mais les recommandations HAS ne sont que des recommandations. On attend encore, alors par exemple à ce jour, nous attendons pour la validation de la prescription des vaccins, grosso modo, ce qui bloque, c'est le cahier des charges sur la formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sûr de la formation qui sera demandée, le nombre d'heures, le contenu, puisqu'il faut que ce soit des formations qui soient validantes. Donc voilà, le contenu des formations est encore en cours, et puis il reste 2-3 contours de ce dispositif à régler. Donc, on a entendu que puisqu'on était très en retard sur la couverture vaccinale au HPV, nous allions utiliser l'argument massif de la vaccination au collège et de la possibilité pour les pharmaciens de prescrire et de vacciner les adolescents qui arrivaient dans nos officines, ce qui sera une grande avancée. Donc, pour les collèges, concerne tous les collèges métropole outre-mer, donc il y aura évidemment une grande communication, c'est en lien avec les ARS, les centres de vaccination, l'éducation nationale. Les choses un petit peu importantes à savoir, c'est qu'il faudra collecter les consentements. Le consentement sera recueilli par opt-in. Opt-in, c'est un dispositif dans lequel si vous n'avez pas dit oui, ça veut dire que vous avez dit non, contrairement à opt-out, ou si vous n'avez pas dit non, c'est que c'est oui. Donc là, il faut un consentement qui soit vraiment volontaire. Il faudra le consentement des 2 parents, le carnet de santé, l'accord de l'adolescent. Et ensuite, gérer les plannings au collège, c'est ça qui... pour les chefs d'établissement, je pense que ce sera un petit peu compliqué. L'idée, c'est d'administrer la première dose dès la rentrée pour qu'on soit sur la fin du schéma vaccinal avant la fin de l'année scolaire. Donc, la meilleure couverture vaccinale aujourd'hui, elle se retrouve quand il y a justement une vaccination en milieu scolaire. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc, bon, à voir ce que ça va donner en France. Il se peut que finalement le collège se retrouve facilement dans les officines. À mon sens, mais c'est un avis très personnel, hein, c'est ce qui va vite se passer, on verra un peu, parce que je ne sais pas pour les collèges quelle facilité d'organisation ça va être. Mais voilà, c'est le meilleur deal. Vacciner au collège, ça a toujours été très positif et très fructueux. Donc le papilloma, on en dit quoi? Comme disent les jeunes aujourd'hui, ça dit quoi? Donc, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il y a à peu près 200 types de papillomavirus HPV et 40 qui peuvent affecter le tractus anogénital, mais surtout 12 qui sont dits à haut risque. C'est vraiment ceux-là sur lesquels on va focaliser pour les cancers, enfin pour tous ce qui est risque de cancer HPV induit. Nous avons une discussion entre nous sur le fait de vous mettre des photos ou non, parce que certaines photos peuvent être un petit peu difficiles pour les gens un petit peu sensibles.
Donc, comme il va y avoir des photos qui seront vraiment des gros plans, si vous craignez d'être un petit peu sensibilisé, n'hésitez pas à reculer votre écran, histoire de ne pas trop voir les détails. Merci beaucoup Delphine. C'est vrai que les photos peuvent être un petit peu surprenantes, un peu choquantes, mais au moins elles ont l'avantage de fixer les idées. Alors il y a différents types de papillomavirus. Les papillomavirus à haut risque qui sont oncogènes. Il faut savoir qu'à peu près 5% des cancers chez l'être humain qui sont imputables aux HPV. Il y a les cancers au niveau du col, au niveau des organes génitaux externes, du canal anal, et des cancers au niveau des voies aériennes et digestives supérieures. Ça, c'est vraiment la dernière localisation qui a été identifiée il y a maintenant une dizaine d'années. Et au niveau des VADS, ces cancers se développent principalement dans l'oropharynx. L'oropharynx, c'est là où se trouvent les amygdales. Et puis après, il y a les papillomavirus à bas risque qui donnent d'autres pathologies, mais qui sont très fréquentes, comme les verrues vulgaires ou bien les condylomes, ou alors une maladie encore plus rare, qui est la papillomatose laryngée. Ce sont des espèces de prolifération bénigne au niveau du larynx qui peuvent entraîner une dysphonie et des troubles respiratoires. Diapo suivante. Laurent. Bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est une IST qui est l'une des plus fréquentes. Elle touche 70 à 80% des hommes et des femmes. On dit quasiment, on est tous infectés à un moment ou à un autre, presque tous infectés à un moment ou à un autre de notre vie par ce virus, avec une contagiosité qui est très importante, puisque vous voyez, 60% des partenaires des personnes infectées développent une infection. Alors, ça se fait lorsqu'il y a pénétration, mais ça se fait aussi lorsqu'il y a des caresses. Et donc, c'est ce qui fait, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, que lorsque à l'adolescence, on découvre le corps de l'autre, eh bien, on peut se contaminer juste avec les jeux, avec les caresses. Le pic d'infection se situe autour de la vingtaine chez les femmes, avec une infection qui est le plus souvent transitoire. Donc, comme toutes les infections, on va être infecté et puis on va avoir des défenses immunitaires qui vont nous éliminer ce virus ou pas. Quel est le taux d'élimination? On ne sait pas exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un bon nombre d'entre nous qui vont garder ce virus caché dans les couches profondes de l'épiderme, puisque ce virus ne peut vivre qu'au niveau de l'épiderme. Les facteurs qui favorisent cette infection persistante, eh bien, c'est assez logique, c'est avoir des rapports sexuels plus précoces dans sa vie, une multiplicité des partenaires, donc on multiplie les risques d'infection, le tabagisme, le fait d'avoir des autres IST, ça recoupe l'idée d'avoir de multiples partenaires, les contraceptifs hormonaux et l'immunodépression. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a cette infection persistante, eh bien, elle peut modifier les cellules de l'épiderme pour les transformer et entraîner éventuellement des dysplasies, voire des cancers. Suivant. Alors, cette diapositive est très intéressante puisqu'elle nous donne un petit peu une idée du nombre de cancers imputables aux HPV en France. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a environ 6300 nouveaux cas de cancer liés à l'HPV. Ces cancers vont se distribuer principalement au niveau des organes génitaux externes, du canal anal et au niveau de l'oropharynx. Sur ces 6300 cancers, il y en a à peu près 3000 qui sont des cancers du col, donc qui intéressent les femmes. Et puis, il y en a à peu près 2000 qui sont des cancers de l'homme au niveau du canal anal ou bien au niveau de l'oropharynx. Alors, quand on regarde ces chiffres, ils sont importants, mais quand on les met en comparaison à d'autres cancers, on peut avoir l'impression que finalement, c'est des cancers qui ne sont pas si fréquents. Mais quand on regarde l'exemple du col, il y a 3000 cancers du col, mais quand on les met à côté des lésions précancéreuses qui nécessitent un traitement pour ne pas éventuellement avoir un cancer, eh bien, il faut savoir qu'en France, il y a environ 30 000 conisations par an, ce qui est un chiffre énorme en soi. Donc, ce sont des cancers fréquents et qui augmentent en incidence. Diapo suivante. Suivant. Voilà, donc quand on parle de ce virus, en général, on se focalise sur l'HPV oncogène, les HPV oncogènes qui donnent les cancers dont vient parler Aitam, mais il faut aussi connaître la morbidité des virus non oncogènes, HPV non oncogènes, et notamment les 6 et le 11, qui vont donner des condylomes. Et donc, les condylomes, on sait qu'il y a à peu près 50 000 nouveaux cas
de condylomes chez les femmes et 50 000 chez les hommes chaque année. Donc, c'est vraiment un fléau pour les jeunes, hommes et femmes. Pourquoi? Parce que ces lésions bénignes, elles sont bénignes, c'est vrai, on ne va pas donner le cancer, on ne mourra pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai un patient, moi qui a un condylome? Eh bien, je vais lui brûler ces lésions sous anesthésie locale ou au bloc opératoire. Il va avoir des plaies à ce niveau-là, donc au niveau de l'anus, et en gynéco au niveau du sexe. Cette plaie va mettre 1 à 2 mois à cicatriser et malheureusement, le plus souvent, il va récidiver. Donc, je vais le revoir 3 mois après et je vais le rebrûler. Et ça, 3, 4, 5 fois pendant 1 an, 2 ans, voire plus. Il y a des patients, ça fait des années qu'on leur brûle ces lésions et ou qu'on applique des pommades que vous connaissez à base d'imiquimod ou Effudix. Voilà. Et donc, du coup, ces patients-là, eh bien, ils ont une vie sociale qui va être altérée parce que quand vous avez des plaies au niveau de l'anus ou du sexe, ben, vous ne pouvez plus avoir de rapport avec votre partenaire. Et donc, quand vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans et que vous n'avez plus de rapport pendant 6 mois, 1 an ou plus, eh bien, votre partenaire vous quitte. Et donc, il y a une répercussion de ces lésions qui sont classées bénignes qui peut être majeurissime. Suivant. Donc, on a beaucoup focalisé depuis 1975 sur le papillomavirus et les cancers du col, mais donc il était important ce soir que l'on voit les autres types de cancers HPV induits et sortir un petit peu de ce col. La stratégie pour l'OMS, l'objectif, c'est 90, 70, 90. 90% de vaccination, 70% de dépistage, 90% de traitement. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des pays, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, comme l'Australie, qui sont capables de vacciner leur population depuis longtemps, vous voyez, 2007, non seulement les filles, mais également les garçons. Et donc, on en a parlé un petit peu dans les QCM tout à l'heure, eh bien, le fait de vacciner les garçons et les filles, ça va couper la chaîne de contamination. Et donc, il n'y a plus de questions sur comment je l'ai attrapé, pas attrapé, le préservatif. Là, je suis vacciné, je suis protégé et j'évite de contaminer mon partenaire ou ma partenaire dans l'un ou dans l'autre sens. Suivant. Il existait jusqu'ici une grande inégalité garçon-fille, puisque la fille était beaucoup plus sous la lumière face à ces papillomavirus, alors que le garçon était vraiment négligé. Donc, il était très important de le remettre en égalité vis-à-vis de la fille, que ce soit au niveau de la vaccination ou de tous les dépistages, puisque ce n'est pas encore un réflexe pour beaucoup de spécialistes. D'ailleurs, Aïssam nous confirmera qu'il n'y a pas de dépistage en routine pour les cancers ORL. Oui, tout à fait, tout à fait. On en reparlera un peu plus tard dans le diaporama, je pense. Et Laurent, pareil dans son domaine. Tout à fait. Donc, le calendrier vaccinal, vous commencez à le maîtriser à peu près, et c'est pour ça qu'il faut essayer de convaincre les parents dès que les ados atteignent les 11 ans. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Donc, chez les garçons et les filles, c'est encore un petit peu compliqué, hein. Les réticences, les dernières barrières commencent à tomber, mais enfin, à titre personnel, je milite depuis très longtemps pour la vaccination des garçons avant même que le vaccin soit pris en charge par l'assurance maladie, et je l'avais recommandé à une amie pour son fils. Et quand elle en avait parlé à la pédiatre avait tordu la bouche en disant oh, « mais pourquoi faire? Après, tout le monde va croire que votre fils est homosexuel. » Enfin, on a entendu des arguments qui étaient complètement idiots et puis en plus nuls et non avenus, enfin inappropriés. Voilà. Donc, on a encore quelques îlots de résistance, mais qui commencent à tomber. Donc, il faut 100 fois sur métier remettre notre ouvrage et essayer d'être convaincant. Donc, on rappelle un détail pour les HSH, donc les hommes ayant une sexualité avec les hommes, le vaccin est pris en charge jusqu'aux 26 ans. Après, on ne va pas demander à un patient quelle est sa sexualité. Évidemment qu'on va délivrer avec une prise en charge le vaccin pour tous les hommes jusqu'à 26 ans sans rentrer dans leur intimité, on est d'accord.
Donc, le schéma vaccinal, chez les adolescents entre 11 ans et 14 ans, il est en 2 doses. La première M0, la deuxième entre le 6e et le 13e mois. Quand on a dépassé les 15 ans, il faut une dose de rappel, sachant que les 2 premières, du coup, sont rapprochées de 2 mois et qu'on fait la troisième, la dose de rappel, 4 mois après la deuxième. Donc, un schéma vaccinal est étalé sur 6 mois. Dans la colonne de droite, on est sur le même schéma vaccinal. Alors, je ne sais plus quelle est la nuance entre les deux, vaccin non-avalent et vaccin bivalent, uniquement pour compléter un schéma. Oui, alors tout dépend du schéma, de ce que vous avez à rattraper par rapport à ce qui avait été fait en initiation. Et là, j'avoue que je suis perdue parce que je ne me souviens plus de la nuance. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, on n'a plus que les récents dans nos. On ne voit plus les anciennes versions de nos vaccins. Donc, on est. Je crois que c'est l'intervalle entre la première et la deuxième dose. Donc, 6 mois après, jusqu'à 13 mois. Et le bivalent, c'est jusqu'à 6 mois. Il faut faire la deuxième dose. Donc, je ne sais pas si on va en reparler plus tard, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus que le non-avalent, ou pratiquement plus. Il y a encore le Cervarix, le bivalent. On a appris la semaine dernière, il devait être retiré du marché, on a appris la semaine dernière, je crois, qu'il allait finalement être maintenu, mais ça doit être vraiment été dans des cas assez rares, puisque la recommandation à l'heure actuelle, c'est vraiment le non-avalent. C'est pour ça que j'étais un peu perdue, parce que sur cette deuxième colonne, en fait, c'est un schéma qu'on voit plus. Enfin, c'est voilà, un cas qu'on ne voit plus. Hein. On focalise sur la première colonne. Exactement, il faut focaliser sur la première. En fait, le bivalent, il ne protège que contre le 16 et le 18, alors que le non-avalent protège contre la plupart des virus oncogènes et les virus qui donnent les condylomes. Donc, oui, c'est ça. Dans le non-avalent, on a inclus aussi des sérotypes qui donnaient des condylomes. Et Laurent vous a bien expliqué comme ça pouvait traumatiser une vie sexuelle et sociale. Donc, évidemment, aujourd'hui, on focalise bien sur le non-avalent. Le bivalent a été quasi abandonné. Donc, si le schéma vaccinal a été interrompu, faut-il reprendre à zéro? Non, d'une manière générale, même quand il y a un retard, il n'est pas nécessaire de recommencer. Il suffit de reprendre le programme où il en était. On a, avec le recul, alors je ne vous cache pas que certains pays, vu le prix du vaccin, se sont dit tiens, si on essayait un schéma vaccinal avec une seule dose, bon, c'est un petit peu juste une seule dose, hein, on ne va pas se le cacher. Avec 2, on a déjà une bonne protection, donc ce n'est pas la peine de tout recommencer à zéro. La protection est bonne, on reprend là où on l'avait laissé. Donc, on se souvient de ce cap. Premier schéma entre 11 et 14 ans révolu. Deuxième, de 15 à 19 ans révolu et jusqu'à 26 ans pour les hommes. Donc, 2 doses espacées de 6 à 13 mois dans le premier cas, avec une deuxième dose qui peut être... Alors, deuxième dose de vaccin administrée moins de 5 mois après la première dose. Une troisième dose devra toujours être administrée. Donc, si la deuxième dose de vaccin est administrée moins de 5 mois après la première dose, une troisième devra toujours être administrée. Donc, gardez le slide en tête et affichez-le dans vos officines. Et donc, le schéma à 3 doses après 15 ans et jusqu'à 26 ans pour les garçons. Celle-ci, vous l'aurez de toute façon. Hein. Celle-ci, je vous suggère de l'imprimer, de l'afficher dans vos officines parce qu'elle doit servir à toute votre équipe dans l'officine. Hein. Ça, c'est des choses importantes à avoir sous les yeux dès qu'on a un doute et qu'on doit retrouver la réponse. Voilà, et donc il y a deux recommandations particulières, Delphine l'évoquait un peu tout à l'heure. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, la vaccination est étendue jusqu'à 26 ans. Et c'est particulièrement important hein, parce qu'on sait qu'ils sont encore plus exposés aux condylomes, aux lésions précancéreuses et très clairement, les cancers de l'anus vont toucher les HSH, donc hommes ayant des relations sexuelles avec hommes, lorsqu'ils vont vieillir. Donc, c'est particulièrement important de les vacciner. Et la recommandation, là, puisqu'il faut prévenir et les condylomes et le cancer, c'est très clairement le quadrivalent ou le non-avalent. Je pense que quand on a une protection contre 9, autant prendre le contre 9 plutôt que le contre 4.
Après, la deuxième catégorie, recommandation particulière, c'est les patients immunodéprimés. Je ne sais pas si vous en avez souvent et si vous arrivez facilement à l'identifier, mais en tout cas, il faut y penser. Puisque justement, hein, cette immunodépression joue un rôle majeur sur l'activation du virus si on l'a gardé. Justement, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a certains virus qui ne s'éliminent pas. Et donc, c'est important de vacciner les patients qui sont immunodéprimés, mais également d'anticiper le coup, c'est-à-dire que les enfants des deux sexes qui ont une maladie chronique, donc vous les voyez revenir avec les parents ou pas, mais on envisage une transplantation, eh bien, il faut penser à anticiper, les protéger pour plus tard, et donc, dès l'âge de 9 ans, initier cette vaccination. Alors, cette slide est vraiment intéressante puisqu'elle montre qu'en Europe, la couverture vaccinale est extrêmement hétérogène. Il y a des pays qui vaccinent extrêmement bien, que ce soit l'Espagne ou l'Angleterre ou le Royaume-Uni, avec plus de 80% de taux de couverture vaccinale, ou des pays qui font beaucoup moins bien, et malheureusement, c'est le cas de notre pays, la France, avec 32% de couverture vaccinale chez les jeunes filles avec un schéma complet à 16 ans. Et il faut savoir que malheureusement, la pandémie de Covid avait beaucoup de mal à la vaccination HPV. On va passer à la diapo suivante. Pourtant, ce sont des vaccins qui sont extrêmement efficaces. Et ça a été démontré de façon extrêmement claire dans une très belle publication récente, 2020, dans le New England, donc une belle revue, qui montre clairement que la vaccination permet de réduire très significativement l'incidence du cancer du col chez les jeunes filles vaccinées par rapport aux non vaccinées, avec une réduction de l'ordre de 88% lorsqu'on est vacciné avant l'âge de 17 ans, et une efficacité qui est préservée, bien que moindre, mais toujours préservée, avec une réduction du risque d'avoir un cancer HPV induit au niveau du col, estimé à 53% entre 17 et 30 ans. Donc vraiment une efficacité prouvée et démontrée. Diapo suivante. Alors, il y a plus de 500 millions de doses qui ont été distribuées de ce vaccin, avec plus de 15 ans de recul, et très clairement, c'est un vaccin qui est sécure. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, excusez-moi, voilà. Donc, effectivement, cette sécurité a été confirmée à de multiples reprises, hein. Il y a eu la pharmacovigilance autour de ce vaccin est énormissime. C'est des séries qui font rêver tous les chercheurs, des dizaines de milliers de patientes et de patients. Et donc, les conclusions de l'OMS 2017, mais ça a été réactualisé encore récemment, sont que ce vaccin est sécure et que sur l'absence de dangerosité, et pire que ça, c'est-à-dire que les fausses allégations, parce que vous avez tous entendu des fake news sur ce sujet, eh bien, altèrent le taux de couverture vaccinale, et donc laissent craindre des morts de patientes et de patients qui n'auront pas été vaccinés, et que s'ils avaient été vaccinés, eh bien, ils n'auraient pas eu ces cancers, et donc ils ne seraient pas morts, et ou ils n'auraient pas été mutilés, comme on va le voir tout à l'heure, parce que malheureusement, les cancers de l'anus, de la gorge et les cancers gynécaux, lorsqu'ils sont traités, eh bien, si on les guérit, eh bien, ils ont quasiment tous des mutilations majeures. Alors, on va rentrer dans le détail des cancers ORL, ou plutôt des voies aériennes et digestives supérieures. On va voir comment l'HPV est impliqué dans la genèse de certains de ces cancers. Pour faire très simple, de façon très traditionnelle, les cancers ORL sont liés au tabac et à l'alcool. Ça, on le sait tous. La sphère ORL, on le voit bien sur la partie droite de l'image, c'est la cavité, c'est la bouche, le pharynx, le larynx principalement. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 15 000 nouveaux cancers de cette sphère et environ 5 000 cancers qui touchent l'oropharynx, donc les amygdales, la base de la langue et le voile du palais. Et une part croissante de ces cancers oropharyngés est attribuable au papillomavirus oncogène. Et ça, c'est un point très important parce que ces patients, ces nouveaux patients, n'ont pas du tout le profil habituel, et il arrive très fréquemment, malheureusement, que le diagnostic soit retardé parce qu'on ne pense pas à un cancer quand on voit un patient qui n'a pas le profil habituel, qui ne fume pas et qui ne boit pas.
Les cancers HPV induits au niveau de l'oropharynx sont en augmentation, on va le voir dans la diapositive suivante. Et puis un point essentiel, on ne sait pas dépister ces cancers. Et ça, c'est vraiment un élément crucial qui va en faveur de la vaccination de façon très importante. On ne sait pas les dépister. Alors, dans la slide, il est précisé qu'il n'y a pas de lésions précancéreuses. Je serais moins catégorique. Je dirais que pour le moment, on ne sait pas les identifier. Et donc, quand on découvre un cancer, c'est un stade relativement avancé. Diapositive suivante. On a vu que les papillomavirus entraînent des cancers, mais ils entraînent également d'autres pathologies. Et une de ces pathologies, c'est la papillomatose laryngée. On voit très bien, c'est un larynx avec les plis vocaux, les cordes vocales qui sont ici. Et puis là, vous avez une lésion végétante qui est un papillome lié à l'HPV. Et on comprendra très bien que ça obstrue la filière respiratoire, que les patients sont gênés pour respirer et bien sûr qu'ils ont une voix qui est détériorée. Diapositive suivante. Alors très vite, ça fait maintenant une dizaine d'années, en 2009, que l'OMS a très clairement reconnu que les papillomavirus, notamment l'HPV-16, étaient responsables de certains cancers de l'oropharynx. Mais il faut savoir qu'il y a déjà maintenant une bonne quarantaine d'années, en 1975, à une date où on ne connaissait même pas vraiment le virus HPV, où un auteur qui s'appelle Newell avait déjà constaté qu'il y avait davantage de cancers oropharyngés chez les patients traités pour un cancer du col. Depuis, les preuves se sont accumulées au niveau biologique, épidémiologique, et maintenant, on sait de façon très claire que les papillomavirus sont responsables de certains cancers oropharyngés. Diapositive suivante. Donc, ces cancers touchent principalement l'oropharynx, on a dit amygdale et base de langue. Diapositive suivante. Au niveau mondial, il y a environ 100 000 nouveaux cancers oropharyngés par an dans le monde. Je rappelle, 5 000 en France. Diapositive suivante. Et la part des cancers oropharyngés liés au papillomavirus est très clairement en augmentation, alors que la part de ces cancers oropharyngés liés au tabac et à l'alcool est en diminution en raison des campagnes de santé publique qui ont été très efficaces. On le voit très bien ici sur ce diagramme. Aux États-Unis, les cancers oropharyngés ont augmenté depuis les années 2000 à 2020, c'est la courbe en bleu. La part de ces... excusez-moi. Les cancers oropharyngés ont augmenté, c'est la courbe jaune. La participation du tabac dans ces cancers a très clairement décliné, et ça on le retrouve dans de nombreux pays occidentaux, et une part importante de ces cancers est liée aux HPV. On retrouve la même chose au Danemark et dans d'autres pays occidentaux. En France, c'est à peu près 35 à 40% des cancers de l'oropharynx qui sont liés aux HPV, et ce qui est très intéressant, c'est que dans certains pays, notamment États-Unis et Danemark, les cancers oropharyngés HPV positifs sont devenus le premier sous-type de cancer HPV induit. Donc, ils sont plus fréquents que les cancers du col. On peut repasser à la diapositive suivante et repasser à la suivante. Alors, une fois qu'on a dit ça, et comme je vous l'ai dit, il y a un vrai problème avec ces cancers qu'on diagnostique très fréquemment avec du retard. Et voici une ou deux histoires pour illustrer mes propos. On peut avancer. Donc ça, c'est un patient de 48 ans qui n'a aucun traitement et qui ne fume pas. Ça fait 6 mois qu'il a une masse cervicale, on voit ici. Il a une masse cervicale qui ressemble à un kyste. Donc, il est référé à un chirurgien. Le chirurgien pense qu'il a un kyste branchial qui est une malformation congénitale bénigne. Il lui propose une intervention pour retirer le kyste. On retire le kyste et la très mauvaise surprise, c'est le coup de tonnerre dans le ciel bleu, c'est pas un kyste, mais c'est une métastase ganglionnaire kystique d'un cancer de l'oropharynx, de l'amygdale. Alors bien entendu, comme le patient ne fumait pas, on n'y a pas pensé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une malformation congénitale découverte à 48 ans, c'est quand même assez surprenant. En général, les malformations congénitales, on les découvre chez les adultes jeunes. Donc le message principal, c'est qu'une boule dans le cou, chez quelqu'un qui a plus de 48 ans, même qui a plus de 40 ans, même s'il n'y a pas de tabac, ça peut être un cancer oropharyngé. Donc ça, c'est un élément très important à retenir. On peut se faire avoir. On peut avancer. On va avancer encore un petit peu. Là aussi. Ça, c'est un autre cas intéressant. C'est un de mes patients. C'est un homme, 39 ans, donc relativement jeune. Gène pharyngé depuis 3 mois. Pas d'antécédent, pas de traitement, n'a jamais fumé. Mais on voit très clairement sur la photographie, il a une amygdale du côté droit qui est beaucoup plus grosse que l'amygdale du côté gauche. Il voit son ORL. Le patient n'ayant jamais fumé, on ne se pose pas trop de questions. Diapositive suivante. On lui propose de lui retirer l'amygdale. Et là encore, très mauvaise surprise, c'est un cancer amygdalien. Il faut revenir à la diapositive précédente. C'est un cancer de l'amygdale. Là encore, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, si le praticien avait envisagé que ce patient pouvait avoir un cancer, il aurait probablement fait une biopsie et une IRM, ce qui aurait apporté le diagnostic.
Si on avait considéré la chirurgie comme traitement, ce n'est pas une simple amygdalectomie, mais on aurait fait une amygdalectomie élargie pour retirer la tumeur et avoir du tissu sain en regard. On aurait retiré les ganglions. Et puis on aurait pu opter pour une alternative, un traitement par radiothérapie. Donc là encore, on n'y a pas pensé parce que le patient n'avait pas le profil habituel. Diapo suivante. Enfin, dernière illustration qui est assez parlante. Là, c'est un homme qui a 53 ans, c'est un ancien dentiste. Pas d'antécédents, pas de traitement, ancien fumeur, un tabagisme arrêté à 25 ans, ce qui est assez banal dans la population générale. Eh bien, ce patient qui se plaignait d'une gêne pharyngée a vu plusieurs médecins, il en a vu 4, 3 généralistes, un ORL, aucun n'a envisagé le diagnostic. On lui a dit que ça pouvait être du reflux gastro-œsophagien, une pharyngite, il a eu plusieurs cures d'antibiotiques, et puis progressivement, cette gêne pharyngée s'est transformée en douleur. Diapo suivante, ce qui l'a amené à consulter aux urgences avec un cancer amygdalien de stade 4. Donc, bien entendu, le patient n'était pas très content quand le diagnostic a été établi, puisqu'il y a eu vraiment une longue perte de temps et donc une perte de chance avec un cancer diagnostiqué à un stade extrêmement tardif. Donc vraiment, ces cancers ne sont pas rares, il faut savoir y penser et ils touchent des gens qui n'ont pas le profil typique, pas de tabac, pas d'alcool ou peu de tabac. Diapo suivante. Donc pour faire assez simple, ces cancers HPV positifs sont très différents d'un point de vue épidémiologique que les cancers liés au tabac et à l'alcool. Ils augmentent alors que ceux qui sont liés au tabac et à l'alcool diminuent. Leur présentation clinique peut être trompeuse. Il faut donc savoir penser à ces cancers chez un patient ou une patiente qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui a une boule dans le cou ou bien qui a une gêne pharyngée qui traîne. D'un point de vue histologique et d'un point de vue biologique, c'est des maladies qui sont complètement différentes que les cancers liés au tabac et à l'alcool. Et ceux qui sont liés à l'HPV sont vraiment des pathologies distinctes. Diapo suivante. Alors, juste pour avoir quelques notions importantes, qu'est-ce qui les distingue d'un point de vue clinique? Eh bien, d'un point de vue clinique, les cancers HPV positifs et les cancers liés au tabac touchent plus les hommes. Pour les cancers HPV positifs, c'est 8 hommes pour 2 femmes au niveau des cancers oropharyngés. Les cancers liés au tabac peuvent toucher l'ensemble des VADS, c'est-à-dire la bouche, la langue, le pharynx, le larynx. Les cancers liés à l'HPV touchent principalement l'oropharynx, amygdale et base de langue. Le tabagisme est toujours présent dans les cancers liés au tabac. Il est beaucoup plus rarement présent dans les cancers liés à l'HPV. Il y a un lien à la sexualité qui est très clair pour les cancers oropharyngés HPV positifs. L'infection HPV se fait par voie sexuelle au niveau oropharyngé, lors de rapports bucopharyngés. Et puis un point vraiment important, le pronostic à stade tumoral équivalent d'un patient ayant un cancer HPV positif est significativement meilleur qu'un patient ayant un cancer lié au tabac et à l'alcool. Donc la chance de survie est beaucoup plus élevée quand on a un cancer qui est lié à l'HPV par rapport à un cancer lié au tabac. Diapo suivante. Voilà ce que je vous disais, le risque de décéder de son cancer, quand on a un cancer HPV positif, est réduit de moitié, ce qui est très significatif par rapport à un même cancer de même stade s'il est lié au tabac. Diapo suivante. Donc, d'un point de vue histologique, pas la peine de détailler, il y a des différences très très notables entre les deux types de cancers, tabac et HPV. Diapo suivante. D'un point de vue physiopathologique également, les cancers liés au tabac sont liés au fait que dans le tabac, il y a des substances qui sont génotoxiques, qui vont abîmer les gènes, et progressivement, la muqueuse va s'altérer, il va y avoir des stades de dysplasie, de carcinome in situ, puis de carcinome infiltrant. Et comme toute la muqueuse est altérée, on peut avoir un premier cancer dont on va guérir, puis dans les années qui vont suivre, un deuxième cancer indépendant peut survenir parce que le tabac a altéré l'ensemble des muqueuses. Diapo suivante. Alors que dans les cancers HPV positifs, c'est comme pour les cancers du col et du canal anal, vraiment, il y a une addiction oncogénique. Les oncogènes viraux E6 et E7 vont être à l'initiative de l'ensemble des altérations qui vont mener au cancer. Diapo suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, l'index thérapeutique des patients HPV positifs est nettement plus favorable. Donc, une des grandes voies de recherche pour les patients atteints d'un cancer HPV positif oropharyngé, c'est d'essayer de traiter avec des traitements moins agressifs pour guérir et avoir moins de toxicité, parce que malheureusement, les traitements des cancers ORL provoquent de nombreuses toxicités, on le voit, des problèmes esthétiques, des problèmes dentaires, des problèmes auditifs, des problèmes rénaux à cause de la chimiothérapie. La radiothérapie, c'est surtout des problèmes dentaires, des problèmes de salivation et des problèmes de déglutition. On peut donc être guéri et avoir une qualité de vie extrêmement exécrable
C'est pour ça que chez les patients HPV positifs, on essaye de voir si on peut les traiter de façon moins forte pour les guérir avec moins de toxicité. Diapo suivante. Donc, il y a différentes façons d'envisager la déflation thérapeutique. Hein. On va passer, ça c'est vraiment des affaires de spécialistes. Diapo suivante. Merci beaucoup. Alors, il y a un film très intéressant qui est basé sur les témoignages de patients qui racontent leur parcours, comment le diagnostic a été réalisé dans des conditions difficiles avec parfois des délais extrêmement importants. Donc, je vous encourage vraiment à voir ce film qui est sur YouTube. C'est un beau film, très instructif. Et puis, bien sûr, des célébrités ont été atteintes de cancer oropharyngé HPV positif et ils ont essayé de communiquer pour promouvoir cette pathologie, la faire connaître au niveau du grand public. Donc, vous connaîtrez Michael Douglas et puis Arthur Satoun, le patron de Publicis. Diapo suivante. Alors, bien entendu, il faut mener le combat de front pour faire connaître le papillomavirus et l'ensemble des pathologies que ce virus induit, sachant qu'il y a une prévention très efficace, c'est le vaccin. Diapo suivante. Laurent. Donc, on va descendre un petit peu au niveau du corps, on fait tout le tube digestif et on se retrouve à la fin au niveau de l'anus. Donc, c'est un cancer qui était rare, 2 cas pour 100 000 personnes années, qui a 2 pics d'incidence en fait. Il faut y penser particulièrement chez la femme de la soixantaine et, non, un petit peu avant, chez l'homme, vous pouvez revenir un petit peu en avant, et chez l'homme, essentiellement HSH, infecté par le VIH, mais plus jeune, vous voyez, 20 ans plus tôt, vers la quarantaine. Donc, désolé pour ces images, mais je pense qu'il faut… Voilà, on ne les reverra pas après, mais ça, c'est des patients guéris. Donc, quand on dira qu'il y a 80% de guérison, je ne sais pas si pour vous, ils sont guéris. Pour moi, ils ne sont pas morts, mais leur vie est catastrophique. Suivant. Les données du PMSI, on avait publié 2 études à quelques années d'intervalle qui montraient l'augmentation de cas. On avait 3711 cancers hospitalisés en 2006, cancer de l'anus, et 4153 en 2013. Donc, on avait aussi calculé l'ensemble du coût des cancers HPV, et si on additionne les cancers dont je viens de parler avant, Aïtan, et les cancers génitaux et les cancers de l'anus, eh bien, ça fait plus de 500 millions d'euros. Sur ce diaporama, vous avez la fréquence du cancer de l'anus selon les catégories les plus touchées. À gauche, MSM, c'est en anglais, men ayant des sexes avec les men, donc HSH, homosexuels masculins. Vous voyez, c'est eux les plus à risque s'ils sont infectés par le VIH et s'ils vieillissent. Vous voyez le risque qui est à peu près à 70 pour 100 000 patients année lorsqu'on a 30 ans, mais il passe à plus de 100, 120, 130 pour 100 000 patients année si on a plus de 60 ans. Je vous rappelle le taux dans la population générale qui est de 2 pour 100 000. Et on a 2 autres catégories les plus à risque qui sont, là, mettez-vous sur femelle, les 2 points orange, vous voyez, vulvar cancer, vulvar pré-cancer, donc les femmes qui ont un antécédent de cancer de la vulve ou de lésion précancéreuse de la vulve sont également très à risque, avec un risque de 45 pour 100 000 patients année. Et 3e catégorie les plus à risque, les femmes toujours, mais qui sont transplantées avec une immunodépression à cause de la transplantation, avec une transplantation qui est de plus de 10 ans. C'est important parce que c'est le nouvel axe de recommandation de dépistage au niveau de l'anus. C'est les 3 catégories qu'il faut maintenant cibler. Si je peux me permettre, Laurent, d'intervenir, Oui. en même temps répondre à une réponse, à une question qui était pourquoi une distinction d'âge entre hommes et femmes au sujet de la prise en charge de la vaccination. Je crois que là, la diapo répond que voilà. statistiquement…
Exactement. Voilà. Le but, c'est vraiment d'essayer de rattraper un maximum les patients les plus à risque, qui sont les HSH infectés par le VIH. Après, il y a un débat actuellement. Hein. Il y a un débat actuellement pour essayer de voir s'il ne faut pas élargir la vaccination chez les femmes, par exemple, à préconisation. Voyez, donc les femmes qui ont 30 ans, 40 ans, dans certains pays, maintenant, on commence à vacciner aussi ces femmes-là pour diminuer le risque de récidive. Donc, c'est une tendance actuelle de réflexion, d'élargir l'âge de la vaccination pour les hommes, bien sûr, mais les femmes aussi. C'est une demande aussi des PMI qui parfois voient des jeunes femmes qui viennent de s'émanciper de leur famille, leurs frères, leurs pères, et qui aimeraient avoir accès à la vaccination. Seulement, elles sont trop âgées pour prétendre à un remboursement, et donc on a une inégalité sociale à ce niveau-là. Donc on essaye de faire pression aussi pour demander l'extension de l'âge chez les femmes, parce que bon, il n'y a pas de raison. Je suis entièrement d'accord avec vous, exactement. Suivant. Voilà, ça c'est une belle étude qui commence à dater, mais qui avait bien montré déjà en 2006, avant, non, en fait elle passe toute seule, j'ai l'impression, la diapo d'avant, qui montrait que le cancer de l'anus chez les hommes, donc c'est à gauche, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, infectés par le VIH, donc les hommes VIH, le troisième cancer, juste derrière le lymphome et le Kaposi, très connu chez les hommes VIH, eh bien c'est le cancer de l'anus qui était le troisième cancer. Et chez les femmes, c'était moins fréquent lorsqu'on était infecté par le VIH. Suivant. Ça, c'est pour montrer la relation entre l'infection HPV 16, particulièrement 16, et le risque de cancer. On avait publié une étude avec 366 cancers anaux dans laquelle on avait analysé la présence ou non du virus HPV 16 et 18, et on avait montré que 97% des cancers avaient de l'HPV, dont 75% d'HPV 16. Et après, il y a une autre étude, cette fois-ci internationale, qui a repris ce travail-là, et en recherchant encore plus, en plus, avant, il faut passer à avant, en recherchant en plus s'il y a l'expression de la protéine P16. Pourquoi c'est important? Ils ont été plus loin que nous, et c'est malin, parce qu'une des critiques, c'est oui, d'accord, il y a le virus dans le cancer, et alors en quoi ça montre qu'il est méchant? Il est là, peut-être qu'il est là avec plein d'autres choses. Eh bien, eux, ils ont montré qu'il y avait non seulement le virus, mais aussi la protéine P16, qui est le marqueur de l'activation, de la méchanceté de ce virus. Donc, il n'est pas là juste comme ça, il passait dans le coin, il est là et il fait en sorte de pénétrer le noyau de la cellule, de le modifier et d'entraîner le cancer. Donc, c'était les conclusions des auteurs. Le virus HPV est une cause nécessaire au développement du carcinome épidermoïde de l'anus. Suivant. Donc, la prévalence de l'HPV au niveau de l'anus, vous voyez, est énorme. En haut, on a la population générale, non infectée par le VIH, un homme hétérosexuel, j'allais dire de base, dans 12% des cas, il a de l'HPV de l'anus. Si on est homosexuel masculin, on a de l'HPV dans 50% des cas. Et si on a une femme, population générale, dans 40% des cas, on a de l'HPV. Et Paleski, Nitret s'étaient amusés à faire des études avec double écouvillon dans l'anus et au niveau du col. Et ça montrait à chaque fois qu'on avait une femme a en général plus d'HPV au niveau de l'anus qu'au niveau du col. Si maintenant on est infecté par le VIH, vous voyez, homme hétérosexuel 46% d'HPV, homme homosexuel masculin 93%, femme 79%. Donc, vous voyez, c'est très fréquent. Suivant. J'aime bien ce travail français, on retourne en France, à Besançon. Ils ont eu l'idée de tous les patients qui viennent faire une coloscopie. Bon, voilà, il y a plein de gens qui font des coloscopies, on n'est pas loin d'une population générale. 469 patients, un frottis, et bim, dans 34% des cas, tous ceux qui avaient une coloscopie avaient de l'HPV. Avant. Deuxième point important, c'est que cet HPV était à haut risque donc de cancer, associé au cancer, dans 23% des cas chez les femmes, dans 13% des cas chez les hommes. Et les facteurs de risque d'avoir cet HPV au niveau de l'anus,
c'était le sexe féminin, 6 fois plus de risques, d'avoir un antécédent d'IST, avoir plus de partenaires sexuels, fumer et être sous immunosuppresseur. Suivant. Maintenant, on change de type de frottis. Là, je me suis occupé des frottis virus. Maintenant, on fait le frottis comme on faisait avant au niveau du col pour voir s'il y a des dysplasies, donc des modifications de cellules qui pourraient évoluer vers le cancer. Vous voyez que cette dysplasie, c'est toujours des chiffres un peu importants, presque à 2 chiffres, si on est infecté par le VIH, et encore assez important, 1 à 15%, selon que ce soit une femme ou un homosexuel masculin. Donc, c'est fréquent. Suivant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça, c'est une courbe au niveau du col utérin. Vous voyez, à gauche en vert, on est infecté lorsqu'on débute notre activité sexuelle vers 15, 16, 17, 20 ans. Et puis, on va éliminer ou pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, le virus. Et puis, dans certains cas, ce virus qu'on n'élimine pas, il va pénétrer le noyau de la cellule, entraîner une dysplasie de bas grade, et dans certains cas, une dysplasie de haut grade. Et malheureusement, ces hauts grades parfois évoluent vers le cancer. Ce qui est important, c'est l'échelle de temps. Vous voyez en bas, entre l'infection à 15 ans et le cancer à 45 ans, voilà, il y a 30 ans. Ça, c'est la durée pour le col de l'utérus. Chez la femme, au niveau de l'anus, c'est 60 ans. Vous voyez que c'est encore plus tard qu'on va modifier ces cellules et entraîner un cancer. Suivant. On change de sexe. Au niveau du pénis, vous voyez que l'HPV joue également un rôle. Il est retrouvé dans 30% des cancers du pénis. Alors, c'est beaucoup moins fréquent, 90 nouveaux cas par an. L'incidence est très différente selon les pays. Voyez, en France, on est à peu près à 1 pour 100 000. Au Brésil, en Ouganda, on est à 7 pour 100 000. J'en parle quand même parce que vous imaginez la répercussion lorsqu'on a ce cancer-là. Le plus souvent, c'est l'amputation. Voilà, donc bim. C'est un argument, à mon avis, assez important quand même pour vacciner les garçons. Suivant. Suivant. Alors, le pronostic du cancer de l'anus, il est très bon comme tous les cancers lorsqu'on le diagnostique tôt, d'où l'importance des politiques de dépistage. 95% de guérison, mais on va voir les patients guéris, ils sont souvent avec des morbidités importantes et ils meurent, les patients meurent dans 50% des cas si on a un grade 4. Alors en moyenne, on dépiste des patients grade 2, grade 3. D'ailleurs, un premier message, il y a un grand retard diagnostique dans le cancer parce que lorsqu'un patient a un symptôme de l'anus, douleur, saignement, boule, eh bien, il va avoir honte. Il ne va pas oser en parler. Il va peut-être en parler une fois à vous, au comptoir, à sa famille, et encore, à son généraliste, et il ne sera pas examiné pour de multiples bonnes raisons. Et donc, du coup, il va avoir des pommades, des vénotoniques. Le plus souvent, ça va être utile parce que ça va être des hémorroïdes. Une pommade, ça va être utile pour une fissure. Mais malheureusement, on a donné ce traitement-là pour un cancer qui va évoluer. Et donc, on va passer d'un taux de guérison de 95% si on avait eu un grade 1 à 50% parce qu'on aura un grade 4. Suivant. Donc, le traitement, c'est la chirurgie pour les petits cancers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de répercussion. C'est-à-dire qu'on fait une petite chirurgie d'exérèse, on retire 1 à 2 cm de peau, il n'y a pas de répercussion. Alors que le plus souvent, ce n'est pas les stades 1 qu'on a en diagnostic, c'est les stades 2, 3, 4. Et là, c'est systématiquement la radiochimiothérapie. Et lorsque la radiochimiothérapie n'a pas été efficace, donc dans 20% des cas, eh bien, c'est une amputation. On ampute l'anus et le patient finit avec une poche toute sa vie. Suivant. Ça, c'est la liste de la morbidité au long cours qui est très difficile à traiter dans la vraie vie. Parce qu'ils ont quasiment tous ça. Ces patients-là, ils ont tous eu, hommes et femmes, une radiochimiothérapie. Une radiochimiothérapie, ça rend l'anus et tout le périnée. Donc, pour la femme, l'anus, mais aussi le sexe,
dur comme du béton armé. Et donc, quand vous avez une vulve, un anus dur comme du béton armé, si vous êtes homo, il n'y a plus de rapport, bien sûr. Si vous êtes une femme, il n'y a plus de rapport non plus par le vagin. Les répercussions de la radiothérapie, c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'agir tôt et de dépister tôt et de pister encore plus tôt, enfin de traiter encore plus tôt avec le vaccin pour éviter le cancer. C'est ce petit papy que je vois il y a 10 ans. Il a un cancer de l'anus, pas très gros, T2, T3. Bon, on lui fait la radiochimiothérapie et je suis énergique, vous avez vu. Donc, je lui dis, vous inquiétez pas, on a de grandes chances, je ne mens pas aux patients, on a de grandes chances de vous guérir et on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et donc, le patient, effectivement, 5 ans après, il est guéri, il n'a plus son cancer. Il m'a parlé depuis 2-3 ans de ses problèmes de constipation, de douleurs anales, de fissures. Il a l'anus qui est embêté. Et puis, il ose enfin me parler d'un vrai problème qu'il a. Il me dit, je n'ai pas osé vous en parler jusqu'à maintenant. Ça fait 5 ans que je le vois. Il me dit, voilà, il se retourne et il montre son pénis qui fait 3 fois la taille d'un pénis œdématique. Il me dit, je ne peux plus avoir de rapport sexuel. J'ai 70 ans, j'ai une copine et je ne peux plus avoir de rapport sexuel. Donc, il a sa vie qui est massacrée, qui est bousillée. Son périnée postérieur, il souffre tous les jours et il ne peut plus avoir de vie sexuelle. Voilà, ça, c'est un patient standard qui est guéri. Suivant. C'est pour ça qu'on dépense beaucoup d'énergie pour dépister. Et jusqu'à maintenant, depuis une quinzaine d'années maintenant, on doit dépister les patients, ceux qui ont le plus gros risque de cancer de l'anus, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes infectés par le VIH, surtout s'ils ont un symptôme anal. Symptôme anal, c'est facile, hein, il y en a 3, douleur, saignement, boule. Donc, douleur, saignement, boule, je me fais examiner. Je crois que c'est un message d'officine intéressant. Douleur, saignement, boule, je me fais examiner. Suivant. Voilà, parce que là, du coup, ce rapport, eh ben, il s'occupe des populations en haut, en rouge. Mais on a élargi, ça c'est très récent, ça vient de sortir sur le site de la Société française de proctologie en janvier, il y a 2 mois. On s'est dit il faut élargir un petit peu le dépistage et on recommande maintenant de faire un frottis HPV-16, donc de triage, également, suivant, aux femmes ayant un cancer de la vulve, aux femmes ayant une dysplasie sévère, un antécédent de dysplasie sévère de la vulve, et les femmes transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans. Donc, elles doivent aussi maintenant bénéficier d'un dépistage avec une première étape qui est le frottis HPV-16. Suivant. Voilà. Du coup, on s'occupe, vous voyez, des populations les plus à risque en premier. Alors, c'est vrai qu'on laisse sur le bord de la route un bon nombre de patientes, notamment, je pense aux patientes qui ont des dysplasies du col, parce que si on commence à s'intéresser à ça, on a beaucoup plus de femmes qui ont une dysplasie du col. Et chez elles, comme on a tellement de travail à dépister déjà ces populations à hyper haut risque, eh bien, on ne sait pas tellement quoi faire pour les autres femmes qui n'ont pas eu, enfin, qui, heureusement pour elles, n'ont pas eu de cancer de la vulve, ne sont pas transplantées. Or, c'est la majorité des femmes qui vont avoir un cancer. C'est celles qui ne sont pas à hyper haut risque. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est le problème, c'est que les hyper haut risque, c'est les hyper haut risque, mais ils sont les plus en faible nombre par rapport au nombre de cancers qu'il y a. Vous voyez la difficulté du dépistage. C'est pour ça que on a un dépistage, mais on est loin de l'efficacité du cancer du col, où il faut dépister toutes les femmes. Suivant. Voilà, ça, c'est les nouvelles recommandations. On fait un test HPV-16 à ces 3 catégories de femmes. Suivant. Femmes et d'hommes, pardon. Voilà, ce que je commençais à supputer, vous voyez, c'est qu'on a un problème de dépistage de masse. C'est pour ça que, pour l'instant, il faut savoir que les 3/4 des cancers de l'anus surviennent chez les femmes qui n'ont pas les facteurs de risque dont je vous ai parlé et qui ne sont pas HSH. Donc, même si on arrive à mettre en place ce dépistage chez les populations hyper haut risque, on n'arrivera pas à faire quelque chose pour éviter le cancer chez la plupart des gens qui ont un cancer de l'anus en France, qui sont les femmes sans les facteurs de risque que je viens de vous définir. C'est pour ça que je me retourne et que je plaide pour la vaccination, parce que le meilleur moyen
de faire baisser l'incidence du cancer de l'anus, c'est de vacciner tout le monde, les femmes et les hommes. Suivant. Voilà, donc mes conclusions sur le plan de l'anus, c'est que nous sommes presque tous infectés par le virus HPV, puis nous l'éliminons ou pas, et nous nous réinfectons ou pas, lorsqu'on change de partenaire ou pas. Vous avez vu le fardeau de cette infection HPV non oncogène qui donne des condylomes et le fait de brûler l'anus en permanence pendant des années à ces jeunes personnes. Le problème de la dysplasie de dépistage et de ces dysplasies qu'on va brûler qui entraînent également une morbidité importante. Le problème du cancer, 1500 nouveaux cancers de l'anus par an en France, qu'on guérit dans 75% des cas, mais tous ceux qui sont guéris ont des séquelles. Donc, dépister, bien sûr, il faut le mettre en œuvre, mais on ne sait pas comment dépister le plus grand nombre de personnes qui auront ce cancer, qui sont les femmes sans facteur de risque. Suivant. Un message que les proctologues martèlent, qu'il faut se faire examiner, quel que soit ce qu'on est, HSH, hétérosexuel, femme, homme, ce que vous voulez, douleur, saignement, boule ou démangeaison de l'anus. Si ça ne passe pas rapidement, il faut se faire examiner l'anus. Suivant. Et que, au vu de tout ce que je viens de vous dire, seule la vaccination peut faire espérer diminuer l'augmentation d'incidence du cancer de l'anus. Voilà. Donc, recommander bien sûr cette vaccination pour faire disparaître les cancers HPV, parce que là, on va être efficace, c'est assez énorme, sur les cancers de l'anus, pratiquement tous, sur les cancers du col, pratiquement tous, sur les cancers ORL, 30-40% de tous les cancers ORL. Donc, on parle de milliers de personnes à qui on peut sauver la vie. Suivant. Voilà, ça, c'est des campagnes qui ont été faites, il y a plusieurs, la Ligue contre le cancer. J'ai entendu parler du CRIPS tout à l'heure, on est également allé au CRIPS. Effectivement, il faut multiplier l'information et c'est pour ça que je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Il y a même des youtubeurs qui portent le flambeau. C'est assez énorme. On a, avec une petite piqûre, la capacité de faire disparaître des cancers. C'est une chance inouïe qu'il faut mettre en œuvre. Et la France est tellement en retard avec 30% de couverture vaccinale, alors qu'il y a plein de pays qui ne sont pas mieux que nous, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, enfin des dizaines de pays qui sont à 80% de couverture vaccinale et qui ont pour objectif, qui vont arriver à cet objectif, de faire potentiellement disparaître ces cancers. Suivant. Merci à tous. Si je réactive mon son, c'est quand même mieux. Merci, c'était très très riche, c'était très très dense. Je pense que ça vous a tous convaincus de la nécessité de convaincre au comptoir. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Zeyna, tu prends le relais pour les questions? Oui, oui, oui. Donc là, on a 4-5 questions. Donc, on entend beaucoup que le vaccin n'est pas efficace sur tous les virus. C'est vrai? Où en est-on? Alors, sur quel virus? En fait, il est efficace sur les virus dangereux. Il y a 200 HPV différents et donc on n'en a rien à faire d'être efficace sur des virus qui ne sont pas dangereux. Globalement, il est efficace sur les virus qui donnent 90% des cancers du col, 80% des cancers de l'anus. Et au niveau ORL, Aitam. Mais au niveau ORL, il est responsable, il est efficace sur l'HPV-16, qui est responsable de quasiment 90% des cancers oropharyngés HPV positifs. Donc c'est énorme. Voilà, c'est pour ça que dans cette démarche-là, le laboratoire qui vendait un vaccin contre 4 virus, 6, 11, 16, 18, a rajouté 5 autres virus oncogènes pour justement élargir. Et ils ont fait passer la protection contre le cancer du col de 70% à 90%. Ça répond à votre question. Ouais.
Donc, si vous avez voilà, d'autres interrogations, n'hésitez pas. Une autre question, donc pourquoi la distinction d'âge entre hommes et femmes, puisqu'on a vu c'est jusqu'à 26 ans pour les hommes. Ben, vous avez tout à fait raison. C'est une bonne question. Delphine s'y opposait un petit peu, je m'y oppose aussi. C'est une question, en fait, les recommandations des instances dirigeantes et payeuses, elles s'appuient sur la littérature. Et donc, il y a il y avait jusqu'à maintenant, mais c'est en train de changer. Il y avait des études qui montraient un bénéfice à vacciner les garçons jusqu'à 26 ans. D'où la recommandation avec le cut-off à 26. S'il y avait des études avec 27 ans, ça aurait été 27. Voilà, donc on s'appuie sur la littérature. Et chez les femmes, c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus d'études, même des méta-analyses maintenant, qui commencent à montrer le bénéfice de vacciner après 20-30 ans, notamment lorsqu'on a eu déjà des lésions. Voilà, donc ça, c'est un débat pour l'instant. C'est un débat et on attend d'accumuler des preuves scientifiques pour pouvoir retourner et demander un élargissement de la vaccination. Puis il y avait cette vieille idée que la vaccination était d'autant plus efficace que le patient avait eu pas ou peu de partenaires sexuels. Aujourd'hui, l'idée change un petit peu puisque même s'il y a eu de multiples partenaires sexuels, on a pu rencontrer un sérotype oncogène, mais peut-être pas un deuxième, et que la vaccination a toujours un intérêt de toute façon parce que statistiquement, ce serait quand même pas de bol qu'on était en contact avec tous les sérotypes oncogènes qui peuvent créer des condylomes. Donc la vaccination, même après une vie sexuelle avec beaucoup de partenaires, a quand même toujours, à mon sens, un intérêt et on espère que c'est une idée qui est en train de changer. Alors, on a une autre question. Donc, la vaccination reste recommandée pour les plus de 26 ans, même si elle n'est pas remboursée. Qu'est-ce que vous en dites? On ne peut pas dire qu'elle est recommandée. On peut dire que entre experts, on discute de l'intérêt ponctuellement, individuellement, au cas par cas, que lorsque j'ai un jeune interne de 30 ans qui me disent que j'ai un intérêt à me vacciner dans le couloir, je lui dis, bah ouais, tu as intérêt, mon gars, va te vacciner. Voilà. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est recommandé. Ce n'est pas une recommandation de l'État français et c'est encore moins remboursé. Quoique, j'ai eu plusieurs patients qui ont à qui j'ai fait une ordonnance de vaccination à 30 ans et qui n'ont rien payé. Alors, petit point réglementaire, le pharmacien prend le risque d'avoir un rejet de la Sécu après, de devoir rembourser, on est bien d'accord. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Ouais. Donc, une autre question. Là, j'essaie de lire. Alors, que recommander à un patient avec une gêne qui ne passe pas malgré consultation et traitement? Obtenir une biopsie, savoir le patient vacciné exclut ce risque d'erreur diagnostique? Le fait d'être vacciné permet de protéger l'erreur diagnostique? Non. Non, Vous pouvez pouvoir la lire en cliquant sur questions-réponses. Je pense que vous pouvez la lire aussi, hein, Laurent, si vous avez besoin. Que recommander à un patient avec une gêne qui ne passe pas malgré consultation et traitement? Je pense que là, très clairement, on a ça quasiment tous les jours en consultation de procto. Il faut aller voir un proctologue. Voilà. Non, mais il y a malheureusement une vraie méconnaissance des pathologies de l'anus et que voilà, faut aller voir un proctologue arrivera toujours à régler le problème. Et s'il n'arrive pas à régler le problème, comme vous l'avez tout à fait suggéré, peut-être qu'il fera une biopsie, peut-être qu'il fera des prélèvements à la recherche d'une IST, chlamydia, gonocoque, syphilis, herpès. Moi, c'est un peu ma vie au quotidien. Hein. C'est sur 15 patients que je vois, il y en a au moins 3-4 qui ont erré de médecin en médecin et on ne lui a pas fait le bon diagnostic. Donc, il faut faire le bon diagnostic. La deuxième partie de la question est intéressante aussi. Est-ce que savoir le patient vacciné exclut ce risque d'erreur diagnostique? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Surtout pas. Non, surtout pas. Ça ne c'est pas une protection à 100%. Mais dans ce cas de figure, un patient qui a un symptôme, encore une fois, il faut faire une biopsie. Dans le doute, on fait une biopsie. Et puis, il y a plein de diagnostics possibles au niveau de l'anus. Il y a les hémorroïdes, les fissures, les fistules, les dysplasies de bas grade, les dysplasies de haut grade, les marisques, les papilles.
Sur 15 patients que je vois en consultation, alors malheureusement j'en vois quelques fois plus, mais sur 15 pour donner un chiffre rond, j'ai 1 ou 2 patients hémorroïdaires, tout le reste c'est autre chose. Et quelquefois, c'est un cancer. Ou une lésion précancéreuse, et là c'est jackpot, parce qu'on va le traiter avant qu'il fasse un cancer. Une autre question, donc au-delà de la seule information économique, a-t-on des données d'efficacité de la vaccination après l'âge recommandé? Oui, on commence à avoir quelques données qui montrent un bénéfice chez les femmes qui ont été conisées ou qui ont un traitement pour un CIN3. On a quelques données, 2-3 études de la même manière chez les hommes, c'était essentiellement des hommes, qui avaient des lésions de dysplasie de haut grade au niveau de l'anus, vaccinés, ils faisaient moins de récidives. Voilà, bon, c'est quelques données comme ça, mais on manque d'études randomisées, en fait, comparant un placebo par rapport à… Il y a quelques données, il y a quelques études qui sont en cours pour répondre à cette question avec une randomisation. Et une dernière pour le moment, donc un dépistage HPV positif lors d'un frottis du col de l'utérus chez une femme de 40 ans. Est-ce qu'il y a un traitement préventif pour éviter une évolution vers une dysplasie ou un cancer du col? La recommandation, c'est d'aller voir le gynécologue qui va regarder le col et qui va détruire la lésion qu'il pourrait voir. L'idée, c'est que la recommandation actuelle, c'est de traiter toutes les dysplasies de haut grade. Donc, pour éviter que ça évolue vers le… Encore une fois, c'est le plus souvent pas grave d'avoir de l'HPV, même 16. Ce qui est grave, c'est d'avoir les lésions provoquées par cet HPV. Donc, on utilise le frottis HPV comme élément de triage, et lorsqu'il est positif, ça veut dire faites-vous examiner. Pareil au niveau de l'anus. Mais c'est une bonne question dans le sens où, malheureusement, on n'a pas de traitement ciblé sur l'HPV, hormis le traitement préventif, le vaccin. Mais on n'a pas de traitement. Une fois qu'on a l'HPV 16, ça nous manque d'avoir une molécule antivirale contre l'HPV. On a l'imiquimod et les Fudix qui traitent les lésions. Voilà, et c'est assez peu, et puis en général ça brûle, c'est assez mal toléré, donc ça nous manque d'avoir des traitements de l'HPV 16, ouais. De l'HPV oncogène. Ça continue avec, dans ce cas, la gynéco a prescrit Papillocare pendant 3 mois. Ben voilà, exactement. Mm. Mais c'est pas toujours recommandé, hein. Dans les recommandations, il faut surveiller. Après, on fait face aussi à l'angoisse du patient. Le patient, on lui a découvert un virus. Ah, c'est quoi mon virus qu'on a découvert? C'est un virus qui donne le cancer. C'est stressant quand même. Donc, on peut, hors recommandation, donner un traitement, effectivement. Une question encore. Conseillez-vous à une femme conisée de voir régulièrement le proctologue? Ah, ça, c'est une question compliquée. Parce que dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, la femme conisée, elle a un risque de cancer de l'anus d'à peu près 10 pour 100 000. Donc 10 pour 100 000, c'est 4 fois moins, 5 fois moins que la femme ayant des lésions de la vulve, que la femme transplantée, et c'est 10 fois moins que l'HSH-VIH. Donc ça veut dire qu'on va voir beaucoup de femmes conisées pour éviter un cancer tous les 100 000 personnes, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on là, on vient de finir les recommandations et on n'a pas mis ces femmes-là comme cible du dépistage de l'anus, mais une recommandation de bon sens qui est que ces femmes-là particulièrement, et c'est ce qu'on dit aux gynécologues, questionnez-les. Il faut aller au-delà, parce que c'est tabou, l'anus. Hein, tous les symptômes de l'anus, c'est tabou. Donc, le plus souvent, ils n'oseront pas le dire. Donc, elles sont à risque, pas majeur, mais à risque. Demandez-leur si elles ont l'un des 4 symptômes de l'anus, douleur, saignement, tuméfaction ou démangeaison. Et s'il y a un symptôme, je dois me faire dépister, je dois aller voir un proctologue. S'il n'y a pas de symptômes, pas pour l'instant de recommandation de dépistage spécifique.
Si vous voulez bien, j'ai juste une petite précision à apporter. On a dit que l'Australie vaccinait depuis 2007, elle vaccine les femmes depuis 2007, elle vaccine les hommes depuis 2013. C'est une précision quand même importante. Zéna, est-ce que tu as moyen de revenir sur le slide de 79 sans que ce soit trop compliqué? Non, je peux. Parce que c'est une vaccination qui a son lot de détracteurs hein, sur les réseaux sociaux partout, ça pleut. Et un des arguments qu'utilisent les détracteurs, c'est on voit bien que malgré une campagne de vaccination, le nombre de cancers ne... Alors, c'est celui avec le graphique, là, la 80, hein, excuse-moi. Ouais. Celle d'après, voilà. En fait, ça, il faut que vous l'ayez bien en tête parce que quand un patient vous dit « Ah, mais j'ai vu que même quand on vaccinait, de toute façon, le nombre de cancers ne diminuait pas », il faut bien avoir en tête le laps de temps qui s'écoule entre la vaccination et la découverte d'un cancer. Aujourd'hui, les femmes chez lesquelles on découvre un cancer n'ont pas été vaccinées. Ce sont celles qui sont vaccinées aujourd'hui chez lesquelles on pourrait voir une vraie baisse des cancers, mais dans quelques années. Donc, c'est l'exemple de l'Australie qui aujourd'hui est intéressant pour pouvoir répondre à ces détracteurs en disant qu'avec une vaccination massive qui a commencé en 2007, on voit aujourd'hui vraiment une baisse du nombre de cancers. Ça, c'est un argument qu'il faut que vous ayez en tête parce que c'est le préféré de tous les anti-vax, notamment sur cette vaccination-là. C'était juste un petit truc que je voulais ajouter parce qu'il faut l'avoir en tête. Et comme l'a montré Aitam tout à l'heure, hein, il y a une très belle étude du New England, et maintenant il y en a deux, qui montrent qu'on a moins 88% de risque de cancer du col si on est vacciné que si on n'est pas vacciné. Donc et dans le temps, comme vous le dites très bien, les premières études ont montré qu'il y avait une diminution majeure des lésions précancéreuses, d'abord, des condylomes, des dysplasies de bas grade, et c'est pour ça qu'on a attendu 15 ans de couverture vaccinale dans les pays qui vaccinent beaucoup pour montrer l'efficacité sur le cancer. Mais maintenant, on a des études qui montrent l'efficacité sur le cancer. Bon, après, on est tous d'accord que ce sont des conversations difficiles à aborder au comptoir, hein, quand on doit parler de la vaccination d'un jeune garçon à des parents en évoquant des rapports bucco-génitaux, des rapports HSH, etc. Ce sont des conversations qui sont intimes et qui peuvent être difficiles. Néanmoins, elles sont vraiment importantes. Et l'ado garçon, il est particulièrement touché quand on lui dit que du coup, il ne sera pas le vecteur. Ça, il aime bien l'idée qu'il ne transmettra pas quelque chose. Il n'est pas forcément sur l'idée de lui-même être atteint de cancer HPV induit, mais l'idée de ne pas être transmetteur, ça lui plaît bien et c'est un argument qui souvent fait mouche dans mon expérience. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un bel argument altruiste, hein, c'est très bien. On a encore une question. Quel conseil apporter au comptoir lors d'une délivrance d'Aldara? Quel conseil apporter au comptoir lors d'une délivrance d'Aldara? C'est une bonne question parce que c'est pas facile et si c'est pas bien compris comment l'utiliser, il va l'arrêter et il n'aura pas le bénéfice du traitement. C'est une pommade qui est un tout petit sachet qu'on déchire et qui libère une petite pommade. Cette pommade, on doit masser la zone, donc la marge anale et le canal anal, même si entre nous, dans l'AMM, c'est marqué que marge anale, mais dans les recommandations, on dit bien qu'on peut le mettre à l'intérieur, qu'il faut masser à peu près 30 secondes pour faire pénétrer le produit, qu'on l'applique tous les 2 à 3 jours, mais que si jamais ça brûle, on peut espacer encore l'application jusqu'à seulement une fois par semaine, il y a encore un bénéfice une fois par semaine. Et alors ça, c'est moi qui, avec 25 ans d'expérience, je prescris une pommade cicatrisante, titanorine, bépantène, cédorine, ce que vous voulez, les jours sans Aldara, qui permet d'adoucir et de faire en sorte de pouvoir reprendre le traitement 3 jours après. Et le traitement, c'est au moins 2-3 mois de traitement, hein. Ce n'est pas de 3 fois ou de 3 semaines. Moyennant quoi, c'est efficace dans à peu près 50% des cas, mais que dans 20% des cas, le patient va être obligé d'arrêter tellement ça le brûle. Mais comme on n'a que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a que ça, on l'utilise. Hein. Ça rend service.
Il n'y a plus de questions, c'est terminé. Vous avez tout compris, vous êtes incollable. Ouais, là, j'ai plus de questions, moi, donc voilà, qui sont posées. Qui, Il est 22 heures, c'est parfait. qui conclut alors du coup? On remercie tout le monde, Voilà. on remercie nos 2 intervenants de très très grande qualité. C'était passionnant et je suis sûre qu'on a tous beaucoup appris. On rappelle que ce webinaire a donc été enregistré, que vous retrouverez le lien sur le site de l'URPS ou sur simple demande par mail. On vous retrouve très bientôt pour d'autres réunions de formation sur ce sujet et sur la vaccination en général. On essaye toujours d'avoir des intervenants comme ce soir de très grande qualité. On les remercie beaucoup et on espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à scanner le QR code pour un rapide questionnaire, comme ça, ça nous aide pour les prochains. Donc voilà, vous aurez aussi le lien demain par mail si ce soir vous êtes un peu fatigué. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.